Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chichen Club qui est l'épisode numéro 27 et qui porte sur les narcotrafiquants. Je m'excuse par avance parce que je crois que je vais beaucoup buter sur ce mot. Vous êtes sur Klebs Experiences et vous le savez, je suis Claude Pouliboumbogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ses thèmes de prédilection qui sont donc les suivants. Le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises et que je m'intéresse aux affaires de manière générale, la foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique, une femme de foi, une femme de feu. La mode, le luxe et le lifestyle parce que je suis une épicurienne, j'aime les belles choses, y compris le luxe et la mode et que je trouvais ça intéressant de le partager ici du coup avec vous. S'agissant du droit, je l'ai indiqué en partie tout à l'heure, je suis avocate au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats. Et enfin, je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens dans les domaines suivants, le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Un petit mot sur cette série Chichen Club, mais vous commencez à avoir l'habitude si vous me suivez régulièrement ici. Il s'agit d'une série de vidéos en fait qui m'ont été inspirées par un mode de prédication de l'apôtre Mohamed Sanogo et qui s'appelle Chichen Pray. Donc le concept est le suivant, c'est pour moi en tout cas, c'est de partager en fait, de faire une vidéo d'une trentaine de minutes à peu près tous les mercredis à 20 h sur un sujet d'actualité nationale ou internationale et de commenter cette actualité sous le prisme du droit. Voilà. Sachant que le concept initial Chichen Pray du coup de l'apôtre Mohamed Sanogo, c'est une alternance en fait entre des temps de prédication et des temps de prière. Voilà, et je trouvais en fait que c'était très pédagogique, si je peux dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, du coup, je vais faire un plan en 3 parties comme je le fais très souvent, même si la troisième partie, la vie de Kleb, ce sera une partie relativement succincte. Donc dans un premier temps, nous aurons les faits, dans un second temps, nous aurons le droit et les notions juridiques. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et in fine, la vie de Kleb. Sans transition, du coup, on va parler des 2 actualités qui m'ont inspiré cette vidéo. Donc, on va dire, il y a eu 2 séries d'événements. La première série, c'est la libération, du coup, d'un narcotrafiquant dans le cadre d'une permission de sortir. Et dans un second temps, du coup, le décès d'un jeune à Marseille qui a été malheureusement assassiné dans la rue. Donc, une personne liée, en fait, à un son frère en fait est très engagé dans la lutte contre les narcotrafiquants à Marseille. Donc voilà, donc dans un premier temps du coup sur la libération du coup de ce narcotrafiquant, je vous mets là comme toujours les captures d'écran, donc les journaux ainsi de suite, du moins toute la documentation que j'ai pu trouver sur le sujet. Donc il s'agit en fait d'un monsieur de 54 ans pardon, qui exécute une peine d'emprisonnement, mais qui a été condamné du coup pour des faits de trafic de produits stupéfiants et de manière précise, qui est considéré parmi les 100 plus grands narcotrafiquants du pays. Donc, étant à la moitié de sa peine et envisageant probablement une demande d'aménagement de peine, il a sollicité une permission de sortir pour avoir un entretien d'embauche. Pardon, pour avoir un entretien d'embauche, pour avoir un entretien. On va y arriver. Pour avoir, pardon, un entretien d'embauche. Donc, cette permission lui a été accordée malgré l'avis défavorable du parquet et du centre pénitentiaire, mais le juge d'application des peines, comme tous les autres juges, est souverain. Donc, cette permission de sortie lui a été accordée et ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait beaucoup de bruit. Même la société dans laquelle il devait passer l'entretien a été contactée à plusieurs reprises. Son avocate était obligée de garantir un petit peu qu'il reprenait bien le train, qu'il allait bien au rendez-vous, ainsi de suite. Et in fine, il semblerait qu'il ait quand même été suivi sur cette journée-là. Donc, toujours est-il qu'il est parti passer cet entretien d'embauche, qu'il a bien réintégré du coup sa cellule le soir même. Ça a fait tellement parler que même le ministre de la Justice du coup a fait une communication sur ses réseaux sociaux en disant que dans le prolongement de la loi actuelle dont je vous reparlerai par la suite, il solliciterait en fait la mise en place d'un, comment dirais-je,
d'une juridiction spécifique pour l'exécution de la peine, au-delà de tout ce qui est mis en place par le nouveau texte et dont je vous reparle après. Donc, il solliciterait cela parce qu'il considère pour lui que sans débattre du fond de la décision, le fait qu'un narcotrafiquant ait pu profiter de cette permission de sortie-là pour préparer son aménagement de peine, il considère en fait que ce n'était pas adapté. Donc voilà pour les faits s'agissant de la première actualité. Donc la seconde actualité qui est beaucoup plus triste date de quelques jours, je crois que c'était le 13 novembre. Un jeune homme, je vais vous retrouver son prénom parce que c'est la même chose que son frère. Donc son frère c'est Amine et je vais vous retrouver le nom du petit frère qui malheureusement a été assassiné et je vous le mettrai là. Donc c'est un jeune en plus de 20 ans qui était totalement inconnu de la police et de la gendarmerie, qui a été assassiné dans la rue à Marseille, je crois dans le 4e arrondissement, par deux personnes qui étaient sur une moto. Donc la police a poursuivi les assaillants, mais on a retrouvé que la moto incendiée un peu plus tard. Voilà, donc il semblerait du coup que à ce stade, même si le procureur prend toutes les pincettes nécessaires, donc il semblerait qu'il y ait des chances que cet assassinat-là soit considéré comme un avertissement envers son frère, du coup, qui lui a une association qui est engagée dans la lutte contre le narcotrafic et les violences liées au trafic de produits stupéfiants. Étant précisé que son frère en question, du coup, Amine Kessassi, est un homme en fait qui, bon, en 2020 déjà, ils avaient perdu leur frère aîné, toujours dans des conditions vraiment très difficiles, on va dire ça comme ça, parce qu'on aurait retrouvé le corps calciné, ainsi de suite. Donc, et abandonné du coup dans une voiture quelque part. Et à la suite de cela, il avait fondé du coup cette association-là et il a publié il n'y a pas longtemps un livre qui s'intitule Marseille et suite tes larmes, vivre et mourir en terre de narcotrafic. Voilà. Et il est engagé aussi, je crois, chez les écologistes, de ce que j'ai pu voir, mais je vous affiche là, comme je l'ai indiqué, je vous affiche là, du coup, ce que j'ai trouvé comme information. Donc, il y a eu un immense émoi dans le pays à la suite de l'assassinat de ce jeune homme-là, qui n'avait littéralement rien fait. Les réactions ont été multiples. Il y a eu une marche blanche-tente à Marseille, une marche qui a réuni 6200 personnes à Marseille, mais aussi plusieurs marches dans le pays pour dénoncer justement, cette terreur en fait qui est distillée par tous ces réseaux-là en fait de narcotrafiquants et pour manifester une forme de résistance. Et ils ont été soutenus voilà, par plusieurs personnes, plusieurs élus. Je sais que dans les images, j'ai vu la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai vu l'ancien garde des Sceaux Dupond-Moretti. Bon, il y avait d'autres visages aussi, mais je ne saurais pas vous en dire plus sur les noms. Donc là-dessus aussi, le ministre de la Justice, du coup, a fait un communiqué là-dessus, donc en parlant en fait de système de terreur en fait qui est, je vais reciter en fait ce que j'ai noté, la stratégie de terreur et d'intimidation de ces personnes-là, du coup, contre tous ceux qui luttent contre le narcotrafic. Donc voilà, du coup, la seconde actualité qui, je le disais, du coup, est assez triste, assez douloureuse. Et je fais enfin dire un petit C qui est un peu comme un focus sur le ministre de la Justice, mais j'en avais déjà un petit peu parlé. Donc, je parle ici des réactions qu'il a pu avoir dans le cadre de ces actualités. Donc, je l'ai indiqué s'agissant de la première actualité pour le monsieur de 54 ans qui a bénéficié d'une permission de sortie. Il a fait ce commentaire-là que je vous affiche là, mais que je vous ai résumé ici, de dire que au-delà de la décision, étant précisé entre parenthèses que le parquet avait fait appel de cette autorisation-là qui avait été accordée à ce détenu, mais la Chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge d'application des peines. Voilà, donc c'est pour ça que ce monsieur a pu bien profiter de sa sortie sur une journée pour aller passer son entretien.
Donc, il a fait le commentaire là-dessus en indiquant que pour lui, il fallait un juge spécialisé dans l'exécution des peines pour ce type de personnes condamnées de manière précise et qu'il ferait en fait la proposition de loi, il ferait une nouvelle proposition de loi en début d'année. J'ai aussi appris ce matin, puisque là je filme mercredi pour ce soir, je filme là le matin pour ce soir, mais on a appris aussi aujourd'hui qu'il a lancé une opération massive dans les centres pénitentiaires, une opération de fouille massive, et ce jusqu'en fin d'année, pour pouvoir justement notamment récupérer tous les téléphones, parce que bon, qui pratique un petit peu le droit pénal sait que malheureusement les téléphones circulent pas mal dans les prisons, et l'idée c'était de dire en fait qu'il y a beaucoup de grands narcotrafiquants qui agissent en étant dans les prisons. Voilà, donc l'idée en fait c'est de leur couper l'herbe sur le pied au maximum. Voilà, je pense que j'ai fait le tout par rapport aux faits. C'était un petit peu long, mais comme on en parle beaucoup dans l'actualité, je trouvais ça intéressant de faire un petit peu un point global là-dessus. Donc, sans transition du coup, je passe au grand 2 qui concerne le droit et les notions juridiques. Je vais me baser en fait, je vais beaucoup tourner autour d'une grande information que je vais donc vous détailler là. C'est la question du coup des narcotrafiquants. Je fais juste une petite parenthèse parce que je ne vais pas énormément revenir dessus. Donc, les permissions de sortie font partie en fait je vais pas dire, on va dire ça fait partie des prérogatives, ça fait partie des autorisations qui peuvent être accordées par un juge d'application des peines, donc à la demande de la personne détenue ou de son conseil, dans le cadre d'un projet d'aménagement de peine. Donc, en fonction du projet d'aménagement de peine qui est en cours, notamment, on vérifie les critères, notamment de savoir si, par exemple, vous êtes déjà à la moitié de la peine par rapport à la demande d'aménagement que vous souhaitez effectuer. Et dans ce cadre-là, il y a en fait un dispositif qui est déjà prévu par la loi. J'en reparlerai dans l'avis de CLEP, mais je pense que c'est aussi pour ça que la Chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge d'application des peines, parce que ce n'est qu'une application de la loi stricto sensu, et c'est aussi pour ça que le ministre de la Justice indique qu'il va faire une proposition pour qu'il puisse avoir des règles dérogatoires pour ce type de profil. Bon, j'ai un peu spoilé ce que je devais dire dans la vie de Club, mais au moins ça c'est dit. Donc je fais le focus en fait ici sur le narcotrafiquant. Donc le narcotrafiquant en fait c'est un mot qui désigne une personne qui est soupçonnée ou coupable de faits liés au trafic de produits stupéfiants, mais plutôt à très grande échelle. Donc, on est ici, du coup, sur tout ce qui concerne on va dire, à l'échelle internationale, qui concerne les grosses quantités, donc qui fait lien, en fait, avec les notions de cartel. Donc, il y a une loi, en fait, qui a été... je vais prendre mes lunettes parce que sinon, ça va être compliqué. La France a adopté en fait une loi en avril dernier qui a été promulguée le 13 juin 2025 du coup. Donc c'est une nouvelle loi pour pouvoir lutter contre le narcotrafic. Donc je vous mets là. Donc loi numéro 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Pardon. Donc je vous mets la capture d'écran là, naturellement, vous pouvez aller chercher la loi si vous le souhaitez. Mais l'idée pour moi, c'était de vous dire en fait quelles sont les principales, comment dirais-je, quels sont les principaux apports, voilà, quels sont les principaux apports de cette loi-là. Donc, je vais vous résumer les choses là, mais je vous affiche naturellement, comme toujours, je vous mets les captures d'écran là par rapport à ce dont je vais parler. Donc, ce que la loi met en place, du coup, la création d'un parquet national anticriminalité organisée. Donc, comme c'est mis là dans l'écrit, c'est un petit peu le pendant du parquet national antiterroriste et le parquet national financier. J'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos ici dans lesquelles je parle du parquet national financier, et je pense que ça va être intéressant peut-être que je refasse une vidéo en début d'année par rapport à l'évolution de tout ceci pour qu'on puisse avoir les détails sur comment tout ça va être implémenté. Donc la deuxième chose qui est mise en place par cette loi, c'est le renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc on élargit en fait le portefeuille d'outils qu'on peut confier, qu'on peut mettre à la disposition des autorités. Donc on vous dit justement notamment la possibilité pour les préfets de fermer temporairement les commerces ou les locaux soupçonnés de blanchiment, l'élargissement des capacités de collecte de renseignements, et notamment via TRACFIN.
J'ai envie de vous faire une vidéo sur TracFin d'ailleurs. Je saute du coq à l'âne, mais j'ai un peu de contenu pour vous faire une vidéo sur TracFin. Donc, je crois que je vais revenir par rapport à ça. L'extension des obligations de vigilance à de nouveaux professionnels, donc notamment tout ce qui concerne le luxe, donc des déclarations devront être faites à TracFin. Donc, présomption de blanchiment d'argent aux opérations impliquant les mixeurs. OK. Services qui mélangent les fonds pour brouiller leurs origines exactes, donc les mixeurs de cryptoactifs, création d'une procédure administrative de gel de fonds, donc un petit peu comme pour la lutte antiterroriste. Ensuite, régime carcéral plus strict pour les trafiquants dangereux. Donc, isolement strict, mise en place des visioconférences afin de limiter les extractions, l'anonymisation des agents pénitentiaires dans les cadres de procédures et de la gestion des détenus. Ça, c'est bien. Je trouve que ça, c'est vraiment très, très bien. OK. Donc, les prisons de haute sécurité, il y en a 2 pour le moment. Donc, une créée en juillet 2025 et une autre en octobre 2025. Donc, nouvelles techniques d'enquête et outils judiciaires. Donc, dispositif expérimental d'interception satellitaire. Donc, en fait, des moyens complémentaires, en gros, pour les services de renseignement. Donc, dispositif expérimental d'interception des satellites, donc jusqu'en 2028. Donc, création d'un dossier coffre pour l'identité de ces personnes et éviter de révéler les techniques spéciales d'enquête. Anonymat renforcé pour les enquêteurs. Activation à distance d'appareils électroniques. OK. Infiltration civile d'informateurs. Ensuite, la réforme du statut des repentis, donc, et la protection des témoins. OK, donc protection renforcée. Le recrutement des mineurs devient du coup un délit. OK, création d'un délit pouvait être puni de 7 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende. OK, répression accrue, donc ils en reparlent après du recrutement des mineurs et des organisations criminelles. OK, mesures administratives et locales renforcées. OK. Donc, lutte contre le trafic en ligne et dans les prisons. Allongement des peines de trafic allongement des peines pour trafic en détention. L'utilisation des drones pour prévenir l'introduction d'objets interdits. Renforcement de la sécurité des convois pénitentiaires. OK. Bon. Voilà, en gros, j'ai essayé d'être un petit peu synthétique, sachant que là, comme je vous dis, de manière très transparente, je vous le mets, c'est un résumé que j'ai trouvé et je trouve en fait qu'il englobe déjà pas mal de choses. Et effectivement, il ne prévoit pas stricto sensu la question de l'exécution de la peine en fait d'une personne qui est déjà condamnée pour de tels faits. Voilà en fait ce sur quoi je voulais mettre, on va dire, le highlight s'agissant du droit et des notions juridiques. Vous voyez que là même j'ai essayé de faire succès, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. L'avis de Kleb. Sans transition, du coup, le grand croix, l'avis de Kleb. Alors, j'avais déjà répondu s'agissant du premier point sur la sortie de ce monsieur-là. Je n'ai pas naturellement ici le détail de son dossier, donc je ne peux pas commenter plus que ça. Qu'est-ce que je peux dire? Le juge d'application des peines, bon, je pense que le juge a dû quand même pas mal stresser sur cette journée-là parce que le retentissement a été tel que je pense que si ce monsieur avait fait une évasion, ça aurait été compliqué pour le juge d'application des peines. Mais matériellement, je ne pense pas, du moins je ne vois pas ce que le juge aurait pu évoquer pour ne pas lui accorder cette permission de sortie-là si les critères posés par la loi étaient remplis. Voilà. Et comme je disais, je pense que c'est pour ça que la Chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge d'application des peines, puisque en tout état de cause, l'avis défavorable du procureur de la République ne vaut pas décision. Donc, idem pour l'avis défavorable du centre pénitentiaire. Après, c'est vrai que lorsqu'on a des audiences juge d'application des peines, c'est toujours beaucoup plus confortable lorsque on a un avis favorable ou peut-être réservé du parquet parce que bon, c'est positif, nous derrière on peut plaider là-dessus. Maintenant, c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on a un avis défavorable du centre pénitentiaire et un avis défavorable du ministère public, on est quand même mal. Vraiment, on est quand même mal. Maintenant, le juge, en fait, apprécie selon sa propre conviction. Et
le juge a décidé, voilà, a décidé cela. Donc, moi, je me réjouis en fait du fait que le monsieur soit revenu, même s'il semblerait qu'il ait été surveillé au cours de la journée. Moi, je me réjouis qu'il soit revenu. Je le dis quand même là, même si pour moi, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Dès le lendemain, il y a eu du coup une information dans la presse qui disait que la maman du monsieur a été placée en garde à vue pour trafic de produits stupéfiants. Voilà, donc la presse l'a titré comme ça. Maintenant, il n'est pas possible, en tout cas à mon sens, de commenter plus sur la question parce que déjà une garde à vue n'est pas une condamnation. En tout état de cause, on ne sait pas s'il y a des faits qui sont avérés. On ne sait pas, il n'y a pas de jugement à date puisqu'elle a été placée en garde à vue littéralement, peut-être hier ou avant-hier, un truc comme ça. Donc, elle vient d'être placée en garde à vue. On ne sait pas si c'est lié à son fils. On ne sait pas. Donc, on ne peut pas forcément aller beaucoup plus loin là-dessus. Je pense que c'est plutôt des effets, on va dire, des effets de manche dans la rédaction pour inciter à la lecture. Maintenant, sur le décès du jeune, sur l'assassinat du jeune à Marseille, je ne l'ai pas dit, mais naturellement, une enquête a été ouverte pour assassinat, c'est quoi? Crime en bande organisée. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est forcément très triste. C'est forcément très triste. Le jeune qui s'assiste, c'est forcément très triste. Et dans ces moments-là, comme quelqu'un disait, la principale pensée va à sa maman parce que voilà une maman qui perd deux enfants en moins de 5 ans et pour, j'ai envie de dire, pour des mobiles similaires, c'est-à-dire des mobiles qui sont liés au trafic de produits stupéfiants. Et j'ai envie de dire, lorsque les narcotrafiquants sont impliqués, on est, comment dire, on bosse un peu dans la cour des grands, si je peux dire ça comme ça. On n'est pas, entre guillemets, dans des petits trafics. Donc, on est quand même sur quelque chose de très, très lourd. Donc, j'imagine la détresse de cette maman. Et encore plus, du coup, avec un troisième enfant qui, lui, est impliqué, ce qui est totalement louable, qui est impliqué dans la lutte contre les narcotrafiquants. J'ai cru comprendre que dès le lendemain, en plus du décès de son frère, il était de nouveau dans la rue, il distribuait les cracks. Donc, il y a en fait cette forme de résilience-là, cette volonté vraiment de résister envers et contre tout qu'on ne peut que saluer. Qu'on ne peut que saluer. Après, ce sont des questions qui sont, je ne vais pas dire sensibles, mais ce sont des questions en fait qui nécessitent une réponse importante au plus haut au plus haut, ça se voit que je suis fatiguée, et ça va aller, au plus haut niveau de l'État, en espérant que les dispositions mises en place dans le cadre de la nouvelle loi, donc les dispositions qui vont rentrer en vigueur en janvier 2026, en espérant que ce soit suffisant pour au moins endiguer le phénomène, parce que la réalité, c'est que lorsqu'on parle littéralement de gros argent, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué pour faire reculer en fait les choses. Je ne l'avais pas dit dans la partie des faits, mais le ministre de la Justice a effectué ces derniers jours des déplacements, notamment en Roumanie, où il a pu en fait discuter avec le ministre de la Justice là-bas, le premier ministre. Je crois que la ministre de la Justice est une femme d'ailleurs, mais bon, c'est pas ça l'objet de mon propos. Le procureur aussi. Et il semblerait que là-bas, eux, ils aient déjà en place leur service en fait spécifique pour les narcotrafiquants. Et l'idée, c'est qu'il y ait une coopération internationale, notamment sur les questions d'extradition, sur les questions justement j'ai envie de dire, de maniement de fonds. Voilà, donc voilà ce qui est mis en place. Voilà, ma pensée va vraiment à cette famille et en particulier à cette maman. Vraiment, parce que je pense que on ne peut souhaiter ça à personne. Voilà. S'il y a des évolutions en début d'année sur cette question, je pense que je ferai un point dessus. Et j'avoue quand même que je vais peut-être m'intéresser, pour la prochaine fois, je vais m'intéresser un petit peu à la manière dont les confrères gèrent ce type de dossier. J'avais été à Marseille en mois de juin pour une formation et la formation qui s'annonçait après concernait notamment les narcotrafiquants, mais je n'avais pas pu y assister. Donc, je pense que lorsqu'il y aura une prochaine grosse formation de ce type, j'y assisterai. Comme ça me donnera en fait encore plus de billes sur cette question et ça me permettra de rencontrer en fait les confrères qui me... Voilà, on va dire ça m'intéresse d'avoir des informations complémentaires sur la manière dont ils gèrent ce type de dossier. Voilà.
Donc, ainsi se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, même si forcément le sujet est lourd comme souvent dans ce type de notion. Mais en tout cas, j'espère que juridiquement, vous aurez eu des informations complémentaires, puisque en réalité, c'est ça le but de ce type de vidéo. Je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect. Sinon, vous le savez, c'est un blocage. Je vous mets là les vignettes du coup des derniers épisodes, donc du moins des dernières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne YouTube. Donc la dernière vidéo, je crois que c'était une vidéo Club à vos côtés. En tout cas, vous aurez la vignette là. Et la dernière vidéo Chichen Club, donc épisode numéro 26. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20 h pour la prochaine vidéo. Et dans l'attente, prenez bien soin de vous, surtout de votre santé mentale. Surtout, c'est extrêmement important. On rentre dans l'hiver où, voilà, il y aura encore plus de choses qui peuvent nous mettre mal. Donc, prenez soin de vous, de votre santé mentale. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. À bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir.